Bonjour Frédérique Espagnac, Bonjour. Vous êtes sénatrice Parti Socialiste des Pyrénées-Atlantiques et merci d'être sur ce plateau ce matin. Il va neiger chez vous. Il a neigé chez moi, je confirme. Bonjour Frédérique Espagnac, la loi Pacte, on vient de le voir, on va beaucoup en parler au Sénat cette semaine. Vous êtes chef de file du groupe socialiste sur ce texte. On va tenter avec vous de voir précisément ce qui fait problème dans cette loi. Vous parlez, le groupe socialiste hier a tenu une conférence de presse, vous parlez d'un texte fourre-tout, un texte ultra-libéral. Il n'y a rien à sauver dans cette loi. Si, il y a plein de choses à sauver. Moi, j'ai envie de dire, cette loi, elle était attendue depuis longtemps. Et quelque part, elle aurait même dû arriver au début du quinquennat. Je crois que quand on est sur le fait de déverrouiller le système économique, les besoins des entreprises aujourd'hui, quand on est sur le territoire, que ce soit les petites ou les grandes, on voit bien qu'il faut faire évoluer les choses. D'autant plus, même quand on est socialiste, je crois qu'il faut mettre un peu plus en adéquation le réel au texte de loi. Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Ce texte arrive trop tôt ou trop tard ? Trop tard, pourquoi ? Parce qu'il aurait déjà dû donner au gouvernement un certain nombre d'outils pour, je crois, changer les choses sur le terrain économique. Je cite Ford, par exemple. Peut-être que Bruno Le Maire aurait eu les moyens de faire changer les choses. La décision est tombée hier. Tout à fait. Mais en tout cas, alors qu'il a fait un travail, je le dis, quand même remarquable, mais en tout cas, de permettre en tout cas que ces salariés puissent reprendre cette entreprise. Trop tôt, quelque part aussi. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qui est en train de se passer sur le grand débat, ça veut dire qu'on ne va pas du tout en tenir compte. Or, je crois qu'il y a matière à tenir compte des remontées des salariés, en tout cas dans ce débat, justement pour mettre un certain nombre de choses en application. Frédérique Espagnac, au cœur des débats sur cette loi, on l'a vu dans le sujet, la privatisation de certaines entreprises publiques stratégiques comme Aéroports de Paris ou la Française des Jeux. Pourquoi les sénateurs sont vent debout, c'est transpartisan, contre ces privatisations ? Oui, là encore, je crois qu'il ne s'agit pas d'une doctrine, c'est pas être pour ou contre les privatisations. Il y a aujourd'hui un retour d'expérience. On a vécu les autoroutes et on a bien vu, en tout cas, le manque à gagner pour l'État et la redistribution potentielle qu'on aurait pu faire. On voit aujourd'hui, alors qu'on nous a crié à l'époque, tout était bien contrôlé, de la même façon que pour ADP aujourd'hui, par le gouvernement sur la privatisation de l'aéroport Toulouse, avec les Chinois, rappelez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils veulent vendre. Tout l'argent. Non, il n'y a pas que ça. Tout l'argent qui avait été économisé potentiellement pour des investissements a été pillé. Et aujourd'hui, ils veulent vendre avec quasiment 192 millions de bénéfices à la clé. Quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est par hasard, si une partie de la droite, quasiment la moitié du groupe des Républicains eux-mêmes sont contre, parce que je crois que chacun en responsabilité. Vous savez qu'on est au Sénat. Il y a également la gauche, les communistes. La gauche, évidemment, les communistes, des centristes aussi. Je veux dire, en responsabilité, on ne peut pas laisser faire ça aujourd'hui. On peut comprendre qu'il faut financer les annonces du gouvernement de la fin d'année. Mais on ne peut pas brader aujourd'hui des infrastructures. Je crois qu'aussi, ce qui manque aujourd'hui dans la vision, qui est très court-termiste dans ce cadre-là du gouvernement, c'est justement le développement des filières stratégiques. Les transports en sont une, avec un impact énorme évidemment sur le tourisme et autres. L'accompagnement prévu autour de ces privatisations et de ce désengagement de l'État. Non mais aujourd'hui, c'est une erreur de faire cette privatisation sur les infrastructures. L'État devrait renforcer ses infrastructures comme le fait les autres pays. La Chine elle-même le fait et on voit bien venir le faire chez nous. Et nous, on laisserait nos bijoux de famille. C'est pas possible avec une fragilisation à la clé d'Air France, je le dis. Frédérique Espagnac, dans le reste de l'actualité, il y a ces chiffres historiques sur les 80 km/h. 116 morts en moins sur le réseau depuis juillet dernier. Des chiffres sans ambiguïté, dit Édouard Philippe. Écoutez, on a assisté à une polémique au sein du gouvernement depuis un an sur cette mesure. Cette mesure, aujourd'hui, elle est à la fois bénéfique dans certains cas, mais il faut se dire en tout cas qu'elle a été très mal ressentie sur les territoires. Je crois que là aussi, il suffisait de demander aux préfets, avec les présidents de conseils départementaux qui connaissent aussi parfaitement leur route, de flécher quelles étaient... Néanmoins, ce qu'on voit depuis hier, c'est que ça marche. C'est ce qu'on nous a dit. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Il n'y a pas de polémique, ce sont des chiffres. On sait très bien. Écoutez, c'est une baisse historique du nombre de morts sur les routes. Il y a une polémique, et vous le savez bien, Saveria, sur le président de la République, le Premier ministre, qui a eu raison entre les deux. Moi, ce n'est pas cet arbitrage-là, c'est le ressenti du terrain et le vécu. Je crois qu'il y a en effet des routes qui sont dangereuses dans notre pays. Encore une fois, les préfets de département, les présidents de région les connaissent parfaitement. Il suffisait d'adapter les choses. En l'occurrence, vous avez bien vu que c'était une demande même des Gilets jaunes. Et c'est donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui dit on verra à l'issue de grand débat, on fera une évaluation et on pourra faire du cas par cas. Oui, je crois qu'il fallait le faire dès le départ. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à cet événement. Hier, au Parti Socialiste, Olivier Faure, le premier secrétaire, a dressé le bilan du quinquennat des années François Hollande. Un bilan, vous allez le voir, implacable. Objectif, se délester d'un héritage plutôt critiqué à gauche. C'est un reportage, c'est un sujet de Jordan Klein. Ce n'est pas le testament, mais bien le bilan du précédent quinquennat.
Ce sont les mots employés par le premier secrétaire du Parti socialiste qui se veut lucide sur les erreurs commises par François Hollande et il n'hésite pas à les dénoncer. La déchéance de nationalité est restée comme une blessure profonde. Nous avons entamé le quinquennat avec la promesse, l'engagement de donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Et nous avons achevé le quinquennat avec un débat sur la déchéance de nationalité. Sans pour autant se dissocier complètement du bilan de l'ancien président, Olivier Faure a tenu une nouvelle fois à lancer un appel, celui de l'unité de la gauche à environ 3 mois des élections européennes. Ça sert à quoi d'avoir des partis qui vont s'égrener au final entre 2 et 7% face à une extrême droite qui apparaîtra comme la seule alternative crédible au pouvoir actuel et le pouvoir actuel qui sera le seul rempart face à l'extrême droite. Un bilan nécessaire, mais réalisé peut-être un peu tard selon cet ancien frondeur. On aurait pu le faire plus tôt d'ailleurs, ça aurait peut-être été plus fort encore de le faire assez vite au lendemain même de notre expérience du pouvoir, mais mieux vaut le faire maintenant que jamais. Il y a toute une série de gens dans ce pays qui attendent de la gauche qu'elle agisse conformément à ses valeurs. Prendre du recul sur le passé pour tenter de changer le futur, voilà l'idée de ce bilan, une sorte de point de départ, d'après Boris Vallaud. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est quel avenir donne-t-on aux aspirations de la gauche, à ses idéaux de justice en particulier? Pour qui se bat-on? Pour les plus faibles de nos concitoyens. Et c'est le sens de notre action que nous cherchons à trouver à travers ce bilan. Il était nécessaire, il était attendu. Avec ce bilan, la volonté est donc de tourner la page des années François Hollande. Désormais, la démarche est claire, reconstruire un parti de toutes pièces, crédité dans les sondages de seulement 4% aux prochaines élections européennes. Voilà, on voit que le PS donc tente de tourner la page des années Hollande. Est-ce que vous l'avez tourné, la page Hollande? On sait que vous êtes très proche de l'ancien président. Personnellement, il y a une fidélité. Enfin, j'ai été fidèle, à l'homme politique pendant toutes ces années. Donc, je veux dire, j'ai d'autant plus, cette musique que j'entends est un peu particulière, puisque Olivier Faure et moi, on a partagé pendant 9 ans le même bureau au cabinet de François Hollande. Elle vous met mal à l'aise, cette démarche qu'on voit très sévère? Non, je crois qu'il y a 2 choses. Vous savez, dans ces cas-là, les choses sont jamais blanches ou noires. Il y a 2 choses. Un, François Hollande a été omniprésent à la sortie de l'Élysée. Et je pense que depuis l'élection d'Olivier Faure, Olivier a eu sans doute du mal, pour le coup, à prendre sa place. Mais parce que François Hollande, forcément, a été aussi omniprésent. Donc je pense que François Hollande a peut-être sa responsabilité de ce point de vue-là aussi. Sur un certain nombre de choses qu'Olivier Faure a dit, moi je remarque quand même, il y a des choses sur lesquelles j'étais d'accord avec lui, même pendant le quinquennat. J'avais été une des premières à aller voir François Hollande en lui disant, dans un frontal un peu avec Manuel Valls, que sur la déchéance de nationalité, je n'étais pas d'accord. Alors que la fidèle que je suis, comme j'ai toujours fait les choses en face avec lui, j'avais été le voir sur la loi travail. Je me rappelle m'être fait, tirer l'oreille à l'époque. On était 2 parlementaires, Sébastien Denaja et moi, en disant que c'était une erreur et que, j'entends qu'un certain nombre d'autres personnes, Olivier avait contribué dans le débat, je le dis, sur l'article 2 de mémoire, à essayer de trouver un point de synthèse. Tout ça pour dire quoi? Je rappelle quand même que les résultats au sortir, à l'arrivée d'Emmanuel Macron, économiques, ont quand même été positifs. Et je ne l'ai pas entendu dans ce bilan. Et c'est ça qui m'a gêné hier. Pour le reste, je peux comprendre qu'Olivier se mette dans les perspectives à la fois d'un rassemblement potentiel sur les européennes, qui, je pense déjà malheureusement, qui ne se fera pas, mais en prévision, je crois déjà, d'un travail sur une plateforme sur les municipales. Donc c'est ce que je veux y voir. Après, vous savez, j'ai tendance à penser que battre sa coulpe et toujours être... Je pense que le bilan, on l'a fait. Si François Hollande ne s'est pas représenté, lui-même en a tiré les conclusions. Il faut tendre la main à Raphaël Glucksmann et à Place Publique, rapidement. Il faut tendre la main à tout le monde. C'est-à-dire, si la gauche n'est pas responsable dans la période, je crois qu'elle ne comprend pas le moment qu'on est en train de vivre. Frédéric Espagnac, pour terminer, j'aimerais qu'on en vienne à un sujet qui vous inquiète, qui vous tient à cœur. Ce sont les zones de revitalisation rurale, les ZRR. On ne les connaît pas beaucoup. Elles seraient menacées actuellement et pourtant elles sont essentielles. Un rapport prône leur disparition alors qu'elles jouent un rôle essentiel justement d'accompagnement de l'économie dans les territoires. Moi, c'est vrai que c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce rapport arriver qui, je pense, n'est pas arrivé par hasard, qu'on reverra, je pense, au Sénat au niveau du budget en automne prochain. Dans le moment des Gilets jaunes aujourd'hui, dans les territoires oubliés, dans justement cette fracture territoriale qui est en train de se faire, les ZRR, ça fait quoi? Ça aide les entreprises fiscalement qui sont installées dans ces zones rurales, ça aide les maisons de retraite qui sont installées dans ces zones rurales
supprimer du jour au lendemain ces défiscalisations potentiellement, ça veut dire encore plus de fermetures de maisons de retraite alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, ça veut dire encore plus de petites entreprises qui vont licencier et qui vont fermer mettre la clé sur le territoire. Donc c'est finir de mettre en péril dans un moment où encore, je le rappelle quand même, les services publics, alors que le gouvernement a dit qu'il l'arrêtait, continuent. J'alerte chez moi par exemple sur La Poste qui annonce au fin fond de la vallée des Aldunes une fermeture. Les trésoreries, nous sommes battus avec Jean Lassalle pour une trésorerie à Bedouce, il a quasiment fallu séquestrer le trésorier. Enfin, on en est aujourd'hui dans un discours et une réalité qui est quand même bien différente. Si on n'entend pas, si le gouvernement n'entend pas ce qui est en train de se passer sur la fracture territoriale, même dans les villes, rappelons-nous le débat, quelqu'un à juste titre me disait tout à l'heure, le débat qu'il y a eu du Premier ministre vendredi soir, j'ai envie de dire, même au sein des villes, on sent une fracture, le bon côté et le mauvais côté, les citoyens ne peuvent plus supporter ça. Le message en tout cas est passé. Merci. Merci à vous.